La CAN totale en Égypte continue toujours avec la finale des perdants ce soir à 21h, Stade Al-Salam du Caire. Le match pour la 3e place. Vendredi, la grande finale au Stade international. La particularité de ces deux finales, d'une part, 2 entraîneurs, anciens coéquipiers aux Girondins de Bordeaux seront face à face ce soir. Et d'autre part, c'est le succès des techniciens africains pour l'Algérie et le Sénégal. Comme fut un moment l'entraîneur emblématique de l'Égypte, souvenez-vous, Hassan Cheita, qui est resté à la tête des Pharaons de 2005 à 2011. 6 ans de longévité inégalée pour l'instant. Souhaitons la même chose à Djamel Belmadi et à Aliou Cissé. Les entraîneurs, vous le savez aussi, sont forcés d'obtenir immédiatement des résultats. Plusieurs ont été déjà limogés. Nous allons voir ça au cours de cette édition. Voyons en image maintenant le sommaire de ce magazine. Retour donc sous les demi-finales et les performances des finalistes et notamment les matchs Sénégal-Tunisie, Algérie-Nigeria pour tirer d'autres enseignements. Deuxième grand titre, bilan des équipes qui ont constitué ce carré final et nous ferons un focus sur les acteurs de ce soir, ceux de la Tunisie et du Nigeria. Et dans la troisième partie, nous présenterons la finale des perdants qui a lieu ce soir, bien entendu. Nos invités, comme d'habitude, ils sont prestigieux. Il s'agit d'un joueur, un ex-joueur, un entraîneur, Bertrand Abissonono. Il faut rajouter les deux. Exactement. Abissonono, donc, qui est entraîneur. Vous jouez toujours Non, avec les vétérans, bien sûr. Même des matchs de gala, Bertrand? Oui, des matchs de gala, oui. Oui, mais pas des matchs de championnat. Ni la compétition. Ouais. Et puis, bien sûr, il est connu sur nos antennes également. C'est un confrère, jeune journaliste de l'RD Congo, Elton Mokolo. Elton, bonjour. Bonjour à tous. Pas trop déçu, Elton, pour la RDC de Florent Ibenge? On en avait parlé, évidemment déçu, mais il y a une forme de logique dans ce résultat, vu la canne de la République démocratique du Congo. Et il restera ou pas? Il devrait faire sa valise? L'affaire paraît mal engagée, a priori, il devrait partir. Même l'US Vita Club, il devrait rester là-bas. Et il devrait rester là-bas. D'accord, on en saura plus au cours des jours prochains. Pour l'interactivité, comme d'habitude, vous faites vos pronostics pour le match de ce mercredi soir et pour la finale de vendredi. Et puis, si vous voulez critiquer aussi, apporter vos critiques et puis vos points de vue, vous n'hésitez pas. Le Facebook, c'est Africa24 TV et le Twitter avec le hashtag Africa24. Tout de suite, l'analyse des matchs. Et d'abord, donc, un petit retour sur Sénégal-Tunisie, les Aigles de Carthage qui avaient pressé, souvenez-vous, si vous avez vu ce match, les Lions de la Teranga lors des demi-finales. Les Lions de la Teranga qui sont restés là pour pousser les hommes d'Alain Giresse qui étaient présents et conscients de la situation et ont poussé les hommes d'Alain Giresse à la faute. Je vous rappelle bien que 2 pénaltys ont été ratés de chaque côté. Le gardien tunisien qui a été déterminant pour cette demi-finale, mais a commis une erreur donc à la 100e minute en repoussant un ballon qui a échoué sur Braun et Braun qui avait donc marqué contre son camp. Pour plus de précisions sur cette demi-finale, je vous propose d'écouter ou de regarder l'analyse de Corinne Kamse-Feyem. La première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et la Tunisie a tenu toutes les promesses du suspense. 120 minutes de jeu au bout desquelles la sélection sénégalaise a obtenu son ticket pour la finale. Dès l'entame du match, les Sénégalais se sont montrés offensifs en multipliant les occasions en première période par Sabali, Niank et Mani, respectivement à la 26e, 37e et 38e minute, mais sans succès. Après la mi-temps, les Aigles de Carthage font frissonner les Lions de la Teranga. Toutefois, Kenissi et Sassi ne se montrent pas assez précis. Les deux équipes vont ensuite avoir des occasions en or. 2 pénaltys à la 75e minute pour la Tunisie et la 81e minute pour les Lions de la Teranga. 2 tirs ratés qui obligent les deux équipes à poursuivre le duel en prolongation. À la 100e minute de jeu, Hassan va commettre l'irréparable, poussant Braun à marquer contre son camp. Les Tunisiens pensent avoir l'occasion d'égaliser sur un nouveau pénalty après une main de Gay, mais l'arbitre revient finalement sur sa décision avec l'aide de l'assistant vidéo. Les Sénégalais feront preuve de résilience jusqu'à la fin du match pour se qualifier pour leur deuxième finale de l'histoire, la première remontant à 2002 face au Cameroun. Merci à Corinne Kamse-Feyem, par Vincent Bertrand, à Bissonono. Je vais m'adresser tout de suite à vous et nous allons nous focaliser sur les vaincus. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens méritaient, selon vous, cette défaite au vu de leurs prestations?
Au vu des prestations, peut-être non. Mais maintenant, il fallait un vainqueur. Le vainqueur, c'est le Sénégal. Mais quand on regarde l'ensemble du match, la Tunisie pouvait passer aussi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le pénalty refusé. Pour ma part, il y a pénalty quand même. Ouais. Le deuxième, pour moi, il y a pénalty, il y a main de Gueye dans la surface. L'arbitre, tout de suite ici, pénalty. C'est ça qui m'a un peu interpellé. Derrière, on l'interpelle en disant « Attention, regarde la VAR ». Mais sa première réaction, c'est de siffler pénalty. Et quand on revoit l'image, je pense qu'il y a un Tunisien juste derrière Gueye qui peut reprendre le ballon. Ça veut dire que quelque part, voilà, après, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Et maintenant, il fallait un vainqueur, c'est le Sénégal, puisqu'ils ont marqué. Oui. Alors, les deux tireurs de pénalty ont raté justement Elton. Le pénalty, ils ont imité en quelque sorte Sadio Mané. Mais est-ce qu'à ce stade de la compétition, les joueurs qui font que ça, qui sont des professionnels, doivent rater? C'est comme en basket, les coups francs, on ne doit pas les rater, normalement. Oh, mais c'est vrai que il y a quand même cette dimension psychologique qui devient de plus en plus importante à mesure qu'on franchit les tours. Et en ce sens, il n'est pas étonnant de voir de nombreux pénaltys ratés parce qu'on l'a clairement vu sur ce match. La pression a pris, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Donc c'est-à-dire qu'on a vu, à l'image du pénalty de Sassi, on a vu des joueurs rattrapés par la pression parce qu'on sait qu'au bout du compte, il y a une finale continentale. Et donc on a vu des joueurs qui, à un moment donné, se sont dit « je vais faire gagner mon pays ». Et donc ils ont été rattrapés par cette forme de pression. Donc, en soi, le penalty, c'est un exercice technique qu'un joueur professionnel doit réussir, mais il ne faut pas oublier le paramètre psychologique. Et là, on sait que quand tu joues devant des millions de téléspectateurs, des milliers de spectateurs, tu peux être attrapé par cette pression. Ouais, et puis tu as l'impression que le gardien aussi est tout près de toi, les buts sont un peu plus serrés. Et c'est vrai que c'est une grosse pression psychologique. Alors, la Tunisie a montré un autre visage aussi, Bertrand, oui, en cette phase de compétition. Hein. Surtout à partir des matchs à élimination directe. Hein. Quand on regarde le premier tour de la Tunisie, on se dit, mais est-ce qu'ils iront loin? Mais après, par la suite, ils ont haussé leur niveau. Je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, et notamment leur gardien. Pour moi, il n'a pas été bon. Hassen n'a pas été bon. Ben Moustapha était meilleur? Oui. Il n'a pas beaucoup joué, mais lui, il a fait beaucoup d'erreurs qui ont coûté des buts à la Tunisie. À partir de là, il n'a pas été bon. Ouais. Voilà. Oui. Elton, la Tunisie a retrouvé une âme. Est-ce que vous pensez que ça peut perdurer dans le temps parce qu'il y aura les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar bientôt? Ou est-ce que la Tunisie profite en ce moment tout simplement de ses bons joueurs? Moi, je pense qu'elle profite surtout de ses bons joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'espérance du Tunis qui fournit des bons joueurs. Il y a des joueurs expatriés qui sont d'une qualité intéressante à l'échelle continentale. Donc, il y a ce mélange qui peut apporter des choses intéressantes. Et on voit bien qu'ils arrivent en demi-finale avec un premier tour qui a été poussif. Par contre, en phase éliminatoire, ils ont montré quelque chose d'intéressant, tant face au Ghana à partir de la deuxième mi-temps et surtout face au Madagascar en quart de finale. Donc c'est surtout la deuxième option que je choisis. D'accord. Nous allons passer à l'autre demi-finale qui n'a pas été à sens unique. Les deux équipes se sont neutralisées. Les Fennecs prudents, vous le savez, ils étaient face au Nigeria. Donc Corinne Kamseux, Feyem, décortique pour nous cette rencontre. Regardez. Après le temps réglementaire, les Fennecs d'Algérie se sont qualifiés le 14 juillet au soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une issue du match qui n'a vraiment pas surpris face à une équipe nigériane moins impressionnante qu'à son habitude. Les Fennecs ont donné le rythme dès l'entame du match, se procurant les meilleures situations. Après une forte pression, les Super Eagles craquaient finalement à la 40e minute. Et qu'on trompait son propre gardien en déviant de la hanche le centre du capitaine de l'Algérie. 1-0 à la pause. En seconde période, malgré une domination nigériane, le spectacle n'était pas au rendez-vous avec l'absence de réelles occasions. Cette domination se fera plus concrète après un pénalty sur une main de Mandi à la suite d'une frappe de Thibaut. Igalo égalisait à la 72e minute. Le Nigeria pouvait désormais rêver d'une prolongation. Malheureusement, dans le temps additionnel, l'Algérie trouvait la transversale sur une frappe très soudaine de Benasser avant d'obtenir un très bon coup franc à l'entrée de la surface grâce au même joueur. Riyad Mahrez va transformer cette ultime occasion en but, propulsant ainsi son équipe en finale. Une place méritée pour cette sélection algérienne qui reste l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure de la compétition. Elton, les Nigériens ont manqué cruellement de réussite et de réalisme, selon vous? Moi, j'ai été très déçu par leur prestation. Alors oui, ça reste une demi-finale continentale face à l'Algérie qui fait une très bonne CAN. Mais en même temps, le Nigeria, par rapport à ce qu'ils avaient montré au match précédent, j'aurais espéré qu'ils fassent un peu mieux parce que
hormis le penalty, c'est dans des circonstances quand même particulières qu'il arrive. On a vu une Nigeria qui n'a pas vraiment posé de problème à Mboli. Et donc, en ce sens, moi, que ce soit Chukwueze, que ce soit Iwobi qui a fait un mauvais match, que ce soit Moussa qui a été très discret, que ce soit Ighalo qui, hormis son pénalty, n'a pas fait grand-chose, le secteur offensif a été défaillant. Et on sait qu'en demi-finale de CAN, c'est quelque chose qui est rédhibitoire et qui t'approche de la sortie, ce qui s'est passé. Oui, alors les Algériens et les Fennecs ont été très prudents. On a l'impression aussi que l'arbitre avait quelques joueurs dans le collimateur. Parce que devant le Sénégal, ils ont vraiment bousculé les petits, enfin j'allais dire, non, pas les petits Sénégalais, mais les jeunes joueurs sénégalais. Non, mais il faut être... Et ils étaient surveillés par l'arbitre. Oui, ils étaient surveillés, mais il faut être honnête. Hein. L'Algérie mérite sa qualification pleinement. Maintenant, ah non, mais je ne dis pas le contraire. Mais ils étaient quand même surveillés parce qu'ils sont plutôt... ils sont agressifs. Ils sont plutôt très très durs. Ouais, c'est normal, on joue une demi-finale. Et puis ils se roulent par terre. Voilà. Ils aiment se rouler sur la pelouse. Donc, moi, par rapport au Nigeria, oui, Chukwueze ou Iwobi, voire Ighalo, ils n'ont aucune expérience de cette compétition-là. C'est des jeunes joueurs en devenir pour moi, surtout les deux premiers. Maintenant, oui, c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. En face, il y a Mahrez, il y a toute une ligne d'attaque aguerrie. Aujourd'hui, très logiquement, moi je m'attendais à ce que l'Algérie aille en finale. Oui, mais on était presque aux prolongations quand même. Hein. À 1 minute de la fin du match. Hein. Et c'est en ce sens que la faute de Didi à la dernière minute, elle ne s'explique pas, parce qu'on sait qu'on arrive en prolongation, tu es proche de ton but, tu n'as pas à faire ce genre de faute. Et ça, ça ne pardonne pas, on est sur une grande compétition, il y a des joueurs de classe mondiale à l'image de Mahrez qui peuvent faire la décision. Oui, Fegouli, toute la bande là, Guedioura, ce sont des joueurs qui sont très très bons. En tout cas, l'Algérie a une grosse équipe. Je ne dis pas une belle équipe, mais une grosse équipe. Alors, aux Sénégalais de faire attention vendredi soir. Messieurs, nous allons voir le tableau maintenant avec donc ce match de la 3e place qui aura lieu ce mercredi soir à 21h, Tunisie-Nigeria. J'espère que vous serez nombreux dans le stade, si vous nous regardez, vous nous écoutez, et vous du côté de l'Égypte, et puis devant la télévision également. Et puis vendredi 19, bien sûr, Stade international du Caire, Sénégal contre l'Algérie. Messieurs, nous allons regarder maintenant ce sujet de Corinne, comme CMFM, qui nous dit quels sont les joueurs qui ont marqué déjà cette CAN. Regardez. Au football, l'objectif est de marquer le maximum de buts pour la victoire. Voici le top 5 des buteurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Camerounais Samuel Eto'o détient le record de buts inscrits à une phase de finale de cette compétition. Avec 18 réalisations inscrites en 6 participations, le goléador camerounais a marqué de son empreinte l'histoire de cette compétition entre 2000 et 2010. Au pays des éléphants, son nom résonne fort. Laurent Pokou est sans doute l'un des plus grands joueurs de la sélection ivoirienne. Avec 14 buts inscrits lors des éditions de 1968 et 1970 de la CAN, où il a fini consécutivement meilleur buteur, Laurent Pokou, de regretter mémoire, est considéré comme une véritable légende du football en Côte d'Ivoire. Avant-centre colossal, le Nigérian Rachidi Yekini rejoint notre top avec 13 buts inscrits en 4 participations à la CAN. L'attaquant qui ambitionnait de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations a été étincelant pendant la CAN 1994, où il a terminé meilleur buteur de cette édition avec 5 buts inscrits, 4 participations à une phase de finale de Coupe d'Afrique des Nations et 12 buts à son actif. Hassan El Chazli est l'une des icônes du football égyptien. Sous la tunique des Lions indomptables, Patrick Mboma a marqué les esprits. 11 buts en 4 participations, Patrick Mboma, le double champion d'Afrique, a gravé son nom dans l'histoire du football africain. Et vous avez bien sûr vu que ce n'était pas la belle voix de Corinne comme ce fait, c'était au sujet de la rédaction. Donc la rédaction qui nous a plus rappelé les joueurs qui ont marqué, pas ceux actuellement, mais ceux qui ont marqué. J'aime bien les maillots qui étaient très larges à l'époque. Donc est-ce que vous avez un commentaire à apporter justement sur ce sujet ? Oui, ça ils ont cité des grands joueurs, ceux qui ont marqué l'histoire de la Coupe d'Afrique. Sans faute, c'est ceux-là. Donc maintenant, après... La génération Mané, Mahrez a eu de faire
d'écrire leur nom aussi. Ouais, d'effacer justement sur les tablettes ces performances. Vous, Elton, un petit mot sur ces commentaires, Roger Milla de l'époque? Le football a toujours de la mémoire et en ce sens, il ne faut pas oublier que les héritiers de 2019 avaient des joueurs qui avant ont porté haut les couleurs du football africain. Donc on les a évoqués, Image Milla, Poku, Mboma, Eto'o, etc., etc. Donc ça démontre bien qu'il y a une filiation qui perdure et ça c'est très bien pour le football africain. Exactement. Donc c'est la fin de la première partie de cette émission. Restez avec nous. Nous parlerons de bilan avec la Tunisie et le Nigeria qui vont se retrouver face à face ce soir. Et puis nous aurons une interview de Seydou Bombo Dioya, vous le savez, le président de la FECAFOOT qui est monté au créneau. Et puis je peux vous dire qu'il y a des changements à la tête de certaines sélections. Restez avec nous. Vous allez tout savoir après la pause.